Nathalie pour cette invitation. Ce que j'ai entendu juste avant, là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et du coup, ce séminaire, c'est aussi l'occasion de faire se rapprocher les scientifiques encore plus de Sète et de Montpellier. Donc, je vais vous présenter ma thèse en 20 minutes. Donc, ce n'est pas la thèse en 180 secondes, là. Donc, je l'ai soutenue le 9 novembre dernier. Je suis en poste à Ifremer depuis un moment en tant qu'ingénieur. Et voilà, je me suis intéressée pendant 3 ans à la dynamique, à la trajectoire écologique de Thau. Donc, la thèse s'intitule « Approche dynamique et intégrée de l'évaluation d'un socio-écosystème côtier ». Donc, avec le modèle de Thau, son état écologique et ses bouquets de services écosystémiques sur la période 70 à 2018. Donc, juste pour resituer cette lagune, c'est une des plus grandes de la façade méditerranéenne française et la plus grande d'Occitanie. C'est un écosystème à vocation conchilicole et qui est soumis à de multiples pressions. Alors, cette lagune, au début du XXe siècle, a été dominée par des herbiers aphanérogames et puis avec des fonds nus colonisés par les bivalves. Aujourd'hui, c'est une lagune de 70 km² avec un bassin versant assez anthropisé puisqu'on a plus de 100 000 habitants sur le territoire. Donc, les activités traditionnelles sont la pêche et la conchiliculture. Cette dernière activité, ça représente 10% de la production française d'huîtres. Il y a aussi des activités récréatives, des zones de baignade et puis, par exemple, les thermes de Balaruc. Alors, sur cette lagune, à partir des années 60, il y a eu une augmentation importante de la population, comme c'est montré dans la figure en haut. Et donc, en conséquence, l'état de l'écosystème s'est dégradé avec une eutrophisation qui a conduit à des crises anoxiques qu'on appelle des malaigues récurrentes, ces malagues conduisant à la mortalité massive des coquillages. Également des contaminations bactériennes qui conduisaient de façon récurrente à des fermetures administratives des ventes. Donc, en réponse à cette situation, pour limiter les crises, il y a des travaux d'assainissement importants qui ont été menés, conduisant à la baisse des rejets de phosphore, notamment, comme c'est montré en bleu en bas de la figure en bas. Donc, des travaux se sont poursuivis dans les années 90 et dans les années 2000, ce qui fait que malgré une multiplication par 2 de la population depuis les années 60, eh bien, les rejets de phosphore ont été divisés par 10. Donc, cette baisse des rejets de nutriments, ça a conduit au processus inverse de l'eutrophisation, c'est l'oligotrophisation. Donc, ce processus, il a déjà été décrit par des collègues sur les lagunes méditerranéennes, en indiquant que ça conduit au passage de la dominance du phytoplancton, comme c'est montré à gauche sur le schéma, vers la dominance des macrophytes pérennes, des plantes marines, comme les herbiers de Zoster, comme ça figure sur la droite du schéma. Donc, les travaux qui ont été menés jusqu'à présent, ils portaient surtout sur un milieu, un compartiment, voire une seule lagune. Donc, la question que je me suis posée, c'est quelle est la dynamique de restauration sur le long terme à l'échelle de l'ensemble de l'écosystème, d'une part, et puis aussi quelle est cette dynamique en tenant compte de la composante sociale. On a parlé tout à l'heure de socio-écosystème. C'est vraiment cette approche-là que j'ai suivie. Et donc, ça nécessite bien sûr une recherche interdisciplinaire. Donc, l'objectif, en s'appuyant sur une recherche interdisciplinaire, c'est de proposer des méthodes et des référentiels pour analyser ces socio-écosystèmes lagunaires de façon intégrée, donc avec un volet sciences de la nature, vous avez la flèche en vert qui représente cette discipline, et également les sciences humaines et sociales avec cette petite flèche bleue. Donc, un premier volet a consisté à décrire les trajectoires écologiques en s'appuyant sur des réseaux d'observation qui sont disponibles depuis la fin des années 90, le réseau de suivi lagunaire, le réseau REFI d'Ifremer, les réseaux d'observation de la directive cadre eau dont il a été mentionné tout à l'heure. Et puis, comme on a remonté jusqu'aux années 70, eh bien, je me suis appuyée aussi sur des données historiques qui sont nombreuses sur la lagune de Thau. Ensuite, le deuxième volet vise à regarder la trajectoire à l'échelle du socio-écosystème, donc en s'appuyant sur les sciences de la nature, mais aussi les sciences humaines et sociales, et en particulier en s'appuyant sur des outils frontières, dont je vais vous parler après. Donc, ça a consisté en l'étude de nombreuses données d'archives,
des documents, des bases de données historiques, et puis aussi une enquête auprès des experts du territoire. Alors, parmi les objets frontières, je me suis appuyée sur l'approche par les services écosystémiques pour analyser les interactions homme-nature. Alors, les services écosystémiques, un certain nombre d'entre vous a dû en entendre parler. La définition du MEA, c'est les contributions de la structure et des fonctions de l'écosystème, à gauche dans le schéma, au bien-être humain, à droite sur le schéma. Donc, on est vraiment à l'interface. Ça regroupe à la fois les fonctions de régulation, de qualité de l'eau des écosystèmes, mais aussi les usages, donc pêche, conchyliculture, et aussi les services culturels et récréatifs. Donc, quelques résultats sur les trajectoires écologiques. Donc, sur la période 70 à 2018, on a observé une trajectoire d'oligotrophisation. La baisse des rejets de nutriments du bassin versant, ça a engendré une baisse des teneurs en nutriments dans l'eau de la lagune. Vous avez une figure à droite là qui vous montre l'évolution des teneurs en phosphore dans l'eau de la lagune. Et donc, à partir de cette série de données, on a découpé en deux périodes la trajectoire de la lagune, avec une première période où on avait des concentrations de 6 à 1 micromol jusqu'aux années 92, et puis une deuxième période où la concentration a continué de baisser et est restée inférieure à 1 micromol, ce qui correspond au bon état écologique tel que défini par la DCE. Alors, comment ces périodes ont pu se caractériser sur les autres compartiments? Donc, je vous ai parlé des nutriments. On retrouve là sur cette figure en gris la baisse du phosphore sur la première partie. Et ensuite, on a regardé les autres compartiments de l'écosystème, donc les microalgues et les macroalgues. Du point de vue des microalgues, on a observé que cette baisse des nutriments a conduit à la baisse de la chlorophylla, en particulier due à la baisse des abondances des diatomées qui sont une partie importante du phytoplancton. C'est ce qui figure avec la petite courbe en vert. Ensuite, du point de vue des macroalgues, des macrophytes, on a vu que malgré cette baisse des nutriments et du phytoplancton, eh bien, les herbiers ont régressé au profit des algues rouges qui sont plus adaptées à des fonds eutrophisés. Donc, on a une réaction de ce compartiment moins rapide que sur la colonne d'eau et les microalgues. En deuxième période, la baisse des phosphores et de la chlorophylle s'est poursuivie. Cependant, on a vu qu'on avait encore une inertie de cette communauté benthique avec toujours les macroalgues rouges qui dominaient. Ce qu'on a observé à partir de toutes les bases de données qu'on a exploitées, c'est qu'il y avait un changement de régime, une rupture claire dans les séries de données sur à la fois le phytoplancton, mais aussi les macrophytes entre 2003 et 2006. Après cette période-là, on a vu une baisse drastique du phytoplancton, mais aussi un changement avec, après cette période, les herbiers qui enfin commençaient à augmenter. Alors, cette trajectoire d'oligotrophisation a aussi permis de rendre l'écosystème plus résistant aux vagues de chaleur estivales. Je vous ai parlé des malagues, des anoxies qui survenaient régulièrement dans la lagune. Vous avez ici un schéma qui illustre l'occurrence de ces épisodes. Chaque point gris correspond à une malague des années 70 à aujourd'hui. Et ce qu'on a regardé, c'est l'intensité de ces phénomènes en termes de surface des eaux anoxiques, donc c'est la largeur des bulles, et puis aussi en termes de durée, c'est l'ordonnée de ce schéma. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'au cours du temps, entre période 1 et période 2, l'intensité des malagues a baissé avec des malagues qui durent moins longtemps et puis touchent une surface moins grande. Ensuite, on a montré que il y a deux principaux facteurs de déclenchement des malagues. Le premier étant l'état vis-à-vis de l'eutrophisation, avec en période 2, un risque de déclenchement de malague divisé par 6, donc qui traduit une résistance accrue du système grâce à son oligotrophisation. Indépendamment de tous les autres facteurs, si on regarde la température de l'air, une augmentation d'1 degré suffit à multiplier le risque de malague par 3. Donc, ce type d'analyse nous a permis d'obtenir un modèle qu'on pourra utiliser pour prédire l'évolution du risque vis-à-vis de ces épisodes. Alors,
j'arrive à la fin de la première partie. Donc, après m'être analysé donc, à la trajectoire écologique, je me suis posé des questions sur l'état du milieu du point de vue des attentes de la société. Et puis ensuite, comment les usages et la gestion ont pu interagir avec l'état du milieu pour faire évoluer notre socio-écosystème. Donc, ça a dû nécessiter une approche dynamique et intégrée. Alors, pour retracer la trajectoire du socio-écosystème taux, je me suis appuyée donc sur des objets frontières dont je vous ai parlé. Le premier étant les frises chronologiques en m'appuyant sur une bibliographie partagée par Kevin Dodin, qui est, je crois, parmi les membres des participants à ce webinaire. Et donc, cette méthode a permis de montrer que les crises sanitaires et écologiques délimitent 3 périodes contrastées dans la trajectoire de taux. Alors, en 70, le démarrage de la période d'études, c'est un jalon clé dans l'histoire de taux, puisque c'est à la fois la disparition de l'huître portugaise avec l'arrivée de l'huître japonaise, et puis la période du remembrement conchilicole, où les surfaces d'élevage ont largement augmenté sur le secteur. Cette période, qui va jusqu'à 89, est marquée par la dominance des usages traditionnels, et puis une période de mauvaise qualité de l'eau, eutrophisation, contamination microbiologique. Du point de vue de la gestion, on est dans un système géré de façon compartimentée. Deuxième jalon clé, en 89, une crise sanitaire qui survient à Noël avec une contamination majeure des coquillages par la salmonelle. Donc, fermeture administrative pendant plusieurs mois. Et ça a conduit à une mobilisation des acteurs. L'ensemble des acteurs du territoire se sont mis d'accord pour améliorer la situation. Ça a conduit au premier contrat de gestion. Et puis également, ils ont établi pêche et conchiculture comme les usages prioritaires du territoire. Donc, grâce à ça, il y a eu une amélioration de la qualité de l'eau, mais il y a eu une inertie, ce qui fait qu'on a en 2004 encore des problèmes avec un déclassement sanitaire des coquillages et puis des malagues dont je vous ai parlé, 2003-2006. Donc, ces facteurs-là ont conduit à favoriser la création du syndicat mixte de gestion qui est responsable d'une gestion intégrée de la lagune face à la multiplication des usages. Donc, on est dans une période d'oligotrophisation, mais en parallèle, une baisse des productions traditionnelles. Donc, quelles conséquences sur la disponibilité des services écosystémiques dont je vous ai parlé? Alors, je me suis attachée à 3 volets pour caractériser les flux, les services écosystémiques. Il y a la notion de potentiel, de flux et de demande. Alors, pour mieux comprendre, il y a un exemple sur la pêche. Le potentiel, c'est la capacité du milieu à fournir un service. Donc, dans l'exemple de la pêche, le rendement maximum durable. Le flux, c'est vraiment la quantité qui est produite, donc quantité de poissons pêchés. Et une des formes de demande que la société peut faire, c'est une demande de produits labellisés, mais il peut y avoir d'autres types de demandes vis-à-vis des produits de la pêche. Donc, dans un premier temps, je me suis concentrée sur les flux de services en quantifiant 21 services pertinents pour la lagune de Thau. Alors, c'est représenté sous forme d'un bouquet. Vous voyez ici un cercle. 0, ça correspond à l'absence de service et 5, c'est production maximale de services. Il y a 3 grandes catégories de services. La première catégorie, ce sont les services d'approvisionnement avec pêche, conchiliculture et sous-produits de la conchiliculture. Les 8 services culturels correspondent à des services récréatifs, des services aussi de connaissance et d'inspiration. Et enfin, à droite, 10 services de régulation qui rassemblent les critères de qualité de l'eau, qualité des fonds, protection côtière. Pour ces derniers, quand on a un flux important, ça veut dire qu'il y a une consommation des capacités du milieu, donc potentiellement un risque de pollution et de dégradation. Alors, qu'est-ce que ça donne sur la lagune de Thau? En première période, en fait, c'est vraiment cette catégorie-là de services de régulation qui est davantage consommée sur le territoire, comme c'est montré sur la gauche de la figure. Importance des services de régulation. De la période 1 à 2, on a observé qu'il y a une baisse des services de régulation, mais aussi des services d'approvisionnement, en particulier de la pêche, et une augmentation des services culturels. Et cette tendance se poursuit sur la période 3. Donc, on voit que la forme du bouquet a vraiment changé. Services de régulation en période 1 et services culturels plutôt majoritaires en période 3.
Donc, par rapport à cette évolution, on s'est demandé quel est le rôle qu'ont joué les demandes sociales dans l'évolution de ces flux et est-ce qu'il y a eu des formes de demandes déterminantes dans la trajectoire de ce socio-écosystème. Donc, je me suis enfin intéressée au volet demande, donc en particulier aux formes de demande de la société en termes de services écosystémiques. C'est quoi une forme de demande? C'est en fait l'interaction entre l'écosystème et un ou plusieurs individus ou groupes sociaux qui, vis-à-vis de leur permettant d'obtenir des avantages individuels ou collectifs en termes de services. Donc, on a, à partir d'une analyse documentaire, des documents de gestion et de tout un tas d'une centaine de documents, en fait, on a identifié 103 formes de demandes de services au cours de l'ensemble de la période et on a observé une augmentation des demandes puisqu'on avait 28 demandes en première période contre 40 demandes en troisième période. Ça indique une sollicitation de plus en plus grande, de plus en plus importante des services écosystémiques rendus par la lagune. Dans un deuxième temps, on s'est concentré sur un certain nombre de formes de demandes, en particulier des demandes qui sont potentiellement porteuses de changement. Les premières, ce sont les demandes impactantes. Donc, il peut y avoir des demandes non impactantes ou impactantes. Impactantes, ça veut dire que le flux, donc la consommation, est supérieur au potentiel de fourniture de l'écosystème. Donc, ça peut entraîner des dégradations sur le fonctionnement ou sur la structure de l'écosystème. Un autre type de forme de demande, les demandes de conservation, au contraire, ce sont des demandes vis-à-vis du maintien ou de la protection, la restauration d'un service ou des processus. Donc, ça peut être par exemple la mise en place de normes ou de mesures réglementaires. Et enfin, parmi l'ensemble des demandes, elles peuvent être satisfaites ou non satisfaites. Elles sont non satisfaites quand la demande excède le flux. Donc, ça peut être le cas d'activités qui sont restreintes. Donc, ces trois types-là de demandes peuvent engendrer des conflits puisque les impacts peuvent être néfastes. Donc, on s'est concentré sur ces trois types-là. Et donc, on a regardé sur ce schéma, vous voyez, sur l'ensemble des 103 demandes, la part des demandes qui sont impactantes, en pourcentage, en rouge, en gris, la part des demandes non satisfaites, et puis en vert, la part des demandes de conservation. Donc, on a observé une baisse, en fait, de la part des demandes impactantes, pas en période 2, mais de période 2 à période 3. Donc ça montre l'effet, l'inertie en période 2, mais enfin, en période 3, on a l'effet des mesures de gestion avec moins d'impact grâce à toute la restauration de cet écosystème. Ensuite, du point de vue de l'insatisfaction, on a une part importante. On est de l'ordre de 60%. Et cette part reste stable, il n'y a pas d'évolution. Ça, c'est du fait probablement de l'augmentation du nombre d'usagers, mais aussi il y a plus de mesures de restriction et puis des conflits. Enfin, on a vu tout au long des périodes 1, 2, 3, une augmentation des demandes de conservation, qui est passée de 30 à 40% sur l'ensemble de la période. Donc, on peut se dire que sur cette lagune, les systèmes de gestion ils se sont adaptés pour mettre en place des boucles de rétroaction positives pour diminuer les tensions et stabiliser le socio-écosystème. On a vu l'augmentation du nombre de la part de demandes de régulation, une baisse des demandes impactantes. Mais quand on s'intéresse aux deux usagers prioritaires qui sont les pêcheurs et les conchyliculteurs, on regarde quand on se focalise sur ces deux-là, on voit qu'on a une augmentation de la part d'insatisfaction des périodes 1 à 3. Pour les pêcheurs, c'est passé de 70 à 85% de demandes insatisfaites. C'est les demandes que ce type d'acteur fait vis-à-vis de l'ensemble des services écosystémiques. Pour les conchyliculteurs, c'est passé de 57 à 78% de demandes insatisfaites. Donc, ce qui veut dire que malgré ces boucles de rétroaction, il reste des sources d'instabilité sur le socio-écosystème taux. Quelques éléments de conclusion. Alors, ce travail a permis de fournir des indicateurs pour analyser l'état et la dynamique des socio-écosystèmes côtiers. Du point de vue de la dynamique de l'écosystème, eh bien, on a pu, grâce à ces longues séries de données disponibles sur taux, donner une illustration concrète des théories de l'écologie de la restauration. En particulier, on a pu montrer que les trajectoires passent par des changements de régime, comme on l'a montré dans les années 2000,
On a aussi montré qu'il y avait des phénomènes d'inertie pour certains compartiments de l'écosystème, en particulier les herbiers, et qu'il y avait un phénomène de résilience puisque l'écosystème, malgré une augmentation constante de la température, est devenu plus résistant aux vagues de chaleur. Malheureusement, tout le monde sait que ce réchauffement climatique se poursuit, donc ça constitue des nouvelles menaces. Et comme l'a montré la crise des eaux vertes en 2018-2019, avec une malague, suivant une canicule et puis des pluies importantes, eh bien, on a eu un phénomène inédit, donc avec des conditions météorologiques exceptionnelles. Donc, c'est des nouvelles menaces auxquelles le socio-écosystème va devoir faire face. Du point de vue de la dynamique du socio-écosystème, eh bien, grâce à cette approche dynamique et interdisciplinaire, on a développé des outils frontières pour analyser le socio-écosystème. En particulier, on a, grâce aux frises, pu montrer que les jalons clés étaient liés à des crises environnementales. On a montré qu'au cours des périodes, eh bien, il y avait une évolution significative du bouquet de services écosystémiques. Et puis, du point de vue des formes de demande porteuses de changement, on a vu qu'elles pouvaient être source d'adaptation avec les mesures de restauration. Et au contraire, on a vu qu'ils pouvaient demeurer des sources d'instabilité, pour exemple le niveau d'insatisfaction important pour les principaux usagers prioritaires de ce territoire. Alors ensuite, ce travail rétrospectif, ça a permis une meilleure compréhension du fonctionnement de ce socio-écosystème et donc on espère que ça pourra aider à mieux modéliser les évolutions futures, en particulier vis-à-vis de scénarios prospectifs intégrant les scénarios de changement climatique, étant donné que les lagunes peuvent être vues comme des écosystèmes sentinelles par rapport à cette problématique. Je vous remercie de votre attention.